Bonjour à tous, merci d'être là. Grégoire Robin de Agile Garden. Ouais. Ouais, tac. Donc je me présente assez rapidement. Donc Grégoire Robin, je suis facilitateur, je suis coach agile, je suis également formateur dans le domaine de l'agilité prioritairement. Et donc je suis associé de Agile Garden, une société nantaise qu'on a créée il y a maintenant 5 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des réunions, des temps collectifs. C'est un petit côté atypique par rapport aux sessions qui se font aujourd'hui dans les différents tutos. L'an dernier, j'avais eu l'occasion de faire une session sur la facilitation graphique. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient quelques-uns, d'accord. Ok. Alors, avec plaisir. Et du coup, c'est la facilitation graphique, c'est un des outils qu'on utilise en réunion. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté en accompagnant des équipes, c'est qu'il se passait énormément de choses dans les moments collectifs et qu'il fallait particulièrement les soigner pour la santé de l'équipe, mais aussi la santé des projets. J'aurais aimé savoir parmi vous les personnes qui sont amenées à organiser, à animer des réunions assez régulièrement. D'accord ? Donc j'imagine que vous tous, vous participez à des réunions. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous ennuyer en réunion ? Soyons honnêtes. Voilà. Oui, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Maintenant, il y a aussi des réunions qui se passent bien, des réunions qui laissent des bons souvenirs, des réunions qui aboutissent à des choses concrètes et dont les gens sortent avec la banane, avec du plaisir. Et c'est plutôt ce qu'on cherche. Et j'espère que vous tous, vous avez déjà vécu des réunions desquelles vous êtes sortis en vous disant que vous avez passé du temps utile et agréable. Et donc ce que je vous propose pour démarrer, c'est de prendre 2 petites minutes et avec votre voisin, de partager avec votre voisin la dernière réunion ou la réunion qui vous a le plus plu, la réunion dans laquelle vous êtes senti le mieux. Donc votre meilleur souvenir de réunion. Je vous laisse 2 petites minutes pour échanger avec votre voisin. Et après, je vous proposerai de me donner, pour quelques-uns, des mots-clés qui caractérisent ces moments-là. Je suis sûr que vous pouvez en trouver. Stop. Stop, stop, stop. Alors, ça peut être reposant pour les oreilles d'arrêter, un peu frustrant pour l'échange qui s'est initié. Je vais juste prendre quelques mots en mode popcorn, c'est-à-dire celui qui veut me dit, mais juste partager le mot voilà, qui caractérise le mieux ce moment ou ce souvenir. Hors du jour. Écoute. Un mot pour caractériser ce meilleur moment. Collaboratif. Cohésion. Interactif. Voix. Voir. Brainstorming. Étonné, j'ai entendu ? Temps donné, d'accord. Court. Ok. En fait, vous avez plié mon speech là, parce que l'expertise est dans la salle. Et donc effectivement, là, ce que je propose aujourd'hui, c'est une vision un peu méta sur les réunions. Vous proposer un petit filtre que je n'ai pas inventé, mais qui me sert très régulièrement. C'est-à-dire que je passe mes formats de réunion, on passe nos formats de réunion à travers ces filtres-là. Donc c'est un éclairage nouveau qui peut vous permettre d'avoir des repères pour concevoir des réunions et avoir beaucoup de mots comme ça qui viennent des participants. Je partage juste un petit constat avec vous, c'est une enquête de l'IFOP, alors ça doit être très sérieux, 340 cadres qui ont été interrogés en 2014. C'est une étude. En tout cas, on a 80% des personnes qui se sentent inutiles en réunion, parfois ou souvent, je ne sais pas trop, mais en tout cas 80%. Ça m'est déjà arrivé aussi, je dois être dedans. Et plus on va vers des jeunes cadres, plus cette proportion est importante. On a aussi 75% des répondants qui font autre chose pendant les réunions de travail. On l'a tous fait, je suis sûr aussi. Et puis le chiffre le plus impressionnant, 27 000 heures, c'est le temps passé en cumulé, en moyenne, par des cadres en réunion pendant leur carrière.
Et ça représente 16 ans de travail. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance, et en plus la plage s'étend, donc le temps du midi qui était un peu sanctuarisé a tendance à un peu disparaître. Donc je ne vais pas m'étaler sur, sur ce constat, mais c'est la base de notre réflexion. Ce que je vous propose, c'est de parler des Trumps. Il y en a 6. Les Trumps, ça n'a rien à voir avec une campagne en cours. 6, c'est 6 principes d'apprentissage qui sont issus des neurosciences par Madame Sharon Bowman. Alors ça en jette un peu, mais moi je ne suis pas du tout spécialiste des neurosciences, mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, ces principes-là, nous on se les a appropriés et puis ils nous parlent énormément. Donc on s'est à la fois documenté, mais à la fois on se base sur ces travaux-là. Donc c'est un bouquin qui est celui-ci, je vous donnerai les références un petit peu plus tard. Et c'est ce que je vous propose de partager. Nous, on a de manière empirique, en fait, construit des réunions, fait évoluer nos formats. Et puis on retrouve en fait, ça vérifie un certain nombre d'intuitions ou d'expérimentations qu'on a pu faire. Donc c'est ça que je partage avec vous. Les 6 trumps. Trumps, ça veut dire en gros supérieur à ou atout, ou aussi au poker parfois la main qui va gagner. Voilà. Bon. C'est donc les trumps qui vont nous intéresser, c'est ce petit signe supérieur. Le premier, alors il va y avoir un petit côté inventaire, j'espère que ça ne va pas être trop rébarbatif. Le premier trump, c'est le mouvement est supérieur au côté statique. Alors, ok, ça peut paraître un petit peu trivial, mais effectivement, l'explication, c'est l'oxygénation du cerveau. Donc on a tous à un moment donné, quand on commence à tourner un petit peu en rond, on se lève, on marche, et puis ça active des choses, ça fait du bien. Et donc le principe, c'est qu'en réunion, une réunion complètement statique, quand on est assis pendant toute une réunion, en général, on est en pilote automatique, quoi. Et on a tendance à s'éteindre petit à petit. Voilà. Alors ça peut arranger l'organisateur parfois, mais c'est rarement quand même le but. Donc il y a des manières de faire, et il y a des manières, on a besoin d'être plus ou moins à l'aise avec l'assemblée, mais se lever, proposer des activités. Quand je dis se lever, ça peut être, pourquoi pas, de temps en temps, faire un petit peu de stretching. Voilà, ça peut arriver, ou alors en rentrant de déjeuner, on fait un petit exercice ensemble pour activer le corps. Mais c'est aussi saisir les occasions de bouger, de se lever dans des réunions. Je prends un exemple, les post-it, vous utilisez parfois ? Ouais. Donc il y a la méthode de base, c'est chacun rédige son post-it, puis après, le facilitateur, l'organisateur va passer prendre les post-it et puis les met au mur. Ou en tout cas, c'est ce qui se fait souvent. Et bien là, c'est une occasion de rater, il vaut mieux proposer aux personnes de venir, de se lever, de poser les post-it. Dès qu'on est sur du physique, dès qu'on est en action, il y a un engagement, une implication qui est plus forte. Et donc ça, on le voit systématiquement. Donc on va avoir, on va dire, tendance à saisir ces occasions-là, et puis à privilégier par exemple l'utilisation des murs plutôt que les tables pour partager les choses ensemble. Le deuxième trump, c'est la discussion est supérieure à l'écoute. Encore une fois, ces trumps, ils sont issus de l'apprentissage, donc le côté mémoire qui est très importante. Donc nous, on se l'est approprié, puis on trouve que ça a beaucoup de sens. L'explication derrière ça, c'est le côté connexion. On est tous des animaux sociaux, des êtres fondamentalement sociaux. On a besoin des autres pour progresser, pour évoluer. Donc on a besoin de rentrer en connexion. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on construit. Et là, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça a duré 2 minutes. Moi, ça m'a fait du bien déjà de vous entendre, mais je pense que ça vous a fait du bien aussi de pouvoir échanger comme ça, de partager. On connaît un petit peu l'autre et puis on challenge un peu nos idées. Et donc là encore, ça peut paraître un peu trivial, mais surtout saisir les occasions de le faire. Quand on est en discussion, en fait, il y a l'écoute de l'autre. Après, je pense, et après, dans l'échange, je retranscris ce que j'ai compris ou j'alimente, et c'est ça qui va faire évoluer la pensée commune. Et puis, ça, en général, c'est favorable à la créativité. Donc là, on a des manières de faire. Alors, c'est moche en jaune. Non, je m'en rends compte maintenant.
C'est surtout au fond, mais en tout cas, donc on a par exemple les classes inversées. Les classes inversées ou les conférences inversées. Donc là, on considère que l'expertise est dans la salle et puis les participants viennent alimenter comme ça le sujet et les réponses viennent en général de la salle. Et je pense que cette conf, on aurait pu la faire comme ça, parce que vous avez sans doute toutes les clés. De varier les temps individuels et les temps collectifs. Donc là, ça veut dire que on va proposer aux personnes parfois de discuter en binôme, parfois de discuter en triade, parfois de discuter par table, et puis de laisser faire en tant qu'organisateur ou formateur, de laisser des temps comme ça un peu d'autonomie et d'échange. Ça, c'est hyper important pour l'implication en fait. Chacun a besoin d'exister dans une réunion sans avoir à se battre pour prendre la parole et la garder, être le dernier à parler, etc. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit souvent. Donc au maximum, favoriser ces temps de connexion. Et puis les débriefs. Les débriefs aussi, ne pas s'en priver de manière intermédiaire. Ça permet aussi de valider que tout le monde est sur la même voie, la même longueur d'onde. Est-ce que vous connaissez le World Café? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le World Café? Quelques-uns? Ouais, ok. Donc en fait, le World Café, c'est un format qui est vraiment qui répond à ça et à d'autres filtres. C'est que sur un sujet donné, on va organiser des tables, d'accord, avec à chaque fois 5, 6, 7 personnes. Et puis les personnes vont échanger autour d'un sujet et commencer à faire un niveau de synthèse ou un niveau de compréhension, en tout cas de documenter les échanges. Au bout d'une dizaine de minutes, on va mixer les tables. Donc il n'y a qu'une personne qui reste. On mixe les tables, donc les connexions sont nouvelles, diversité des points de vue, des perspectives, et on alimente comme ça la discussion qui avait été initiée sur chaque table. Et typiquement, ça favorise énormément les connexions, et puis ça met en mouvement, donc ça répond aussi au filtre d'avant. Le troisième trump, moi c'est un que j'ai vraiment à l'esprit en permanence, c'est que l'image est supérieure aux mots. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, et effectivement c'est quelque chose de puissant. Et là, ça fait appel au niveau neurosciences à l'émotion. Donc l'émotion, c'est cerveau droit, d'accord. Et puis cerveau gauche, c'est plutôt le côté analytique, logique, raisonnement. Voilà. Et ce cerveau droit, il est reconnu que depuis, l'utilité, on va dire, est reconnue que depuis les années 80, donc c'est vraiment pas vieux. L'émotion qui rentre en entreprise, c'est hyper utile. On a laissé rentrer l'ego beaucoup, donc je crois qu'il y en a, voilà. on est d'accord. L'ego à sa place et l'émotion encore pas forcément énormément. Donc pour ce principe-là, je donne un petit exemple. Le baiser volé d'un marin à une infirmière dans la rue, à Times Square. Voilà une information. Il y en a quelques-uns qui font, ça leur rappelle peut-être quelque chose. Et l'image, effectivement, c'est celle-ci, quoi. Et la puissance, pour quelqu'un qui ne connaissait pas cette photo, la puissance de ça et la puissance de ça n'a absolument rien à voir. On a tout de suite une rapidité, une quantité d'informations très importante. Donc l'image, ici on a la photo, mais quand on parle d'image, c'est des images mentales. Si je vous demande de vous rappeler de quelque chose, de vous souvenir de quelque chose, par exemple quand vous étiez étudiant sur les bancs de la fac, vous allez tout de suite avoir des flashs, des images. Moi, je prends mon exemple, il y a des profs qui m'ont marqué parce qu'ils m'ont raconté des histoires. Et on se souvient des métaphores, on se souvient des histoires. Et donc là, ce qu'on propose, par exemple, c'est d'utiliser la facilitation graphique. Donc là, c'est le dessin, le storytelling, les analogies quand on peut, les vidéos. Alors, je donne juste un petit exemple d'outil qui s'appelle le Visual Speak. C'est le langage d'image. Donc on a énormément de photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qu'on peut utiliser, par exemple en début de réunion pour connaître l'état d'esprit de quelqu'un, enfin des participants, ou pour avoir une vision du projet, l'état du projet. Et l'intérêt, c'est qu'avec cette image-là, ça crée une couche d'abstraction et l'expression va être beaucoup plus libre. Donc il y a des gens qui s'expriment très facilement, d'autres moins. Et quand on propose comme ça des supports d'abstraction, on se rend compte que ça marche énormément. Donc le Visual Speak, et puis après, s'il y en a d'autres qui sont un peu plus joueurs, je ne sais pas si vous connaissez le StoryCube. Pour regarder, en fait, ce sont des petits dés avec des images. Alors il y a des smileys, il y a des flèches, des mains, etc. Et le but du jeu, c'est, en fait, on a des symboles imposés pour raconter des histoires. Et on se rend compte qu'il y a des choses assez profondes qui peuvent sortir et qui sortent un petit peu des sentiers battus.
Et c'est bien l'intérêt en réunion d'aller au fond des choses plutôt que d'avoir des discussions convenues. Voilà. Alors j'ai mis aussi les Lego, parce que les Lego, ça permet aussi de raconter plein d'histoires. C'est aussi un support multisensoriel qui permet de se libérer un petit peu. On fait parler les mains, donc on a presque, pas une excuse, mais on a cette couche d'abstraction qui permet vraiment de s'exprimer et d'aller imager en fait sa pensée et de la partager. Donc c'est vraiment sont des outils qu'on utilise régulièrement et qui sont vraiment puissants. Et ici, Lego a développé le Lego Serious Play, dont ils se sont servis en interne pour challenger leur modèle économique. Donc c'est vraiment puissant. Le quatrième, l'écriture est supérieure à la lecture. Alors en fait, ici, c'est une question de concentration. Le principe de Sharon Bowman, qui a exploré ça, c'est de dire que finalement, quand on écrit, on ne peut pas penser à autre chose que ce qu'on écrit. Bon. A priori, c'est quand même un peu vrai, c'est difficile d'écrire en ayant une discussion ou autre. Donc dans l'apprentissage, on voit bien ce que ça peut donner. Maintenant, dans le côté animation, en tout cas facilitation de réunion, ce qui est important d'avoir, c'est d'éviter, par exemple, le côté surtout ne prenez pas de notes, je vous donne mes supports à la fin de la réunion. Là, c'est le truc, en gros, vous impliquez pas, dormez tranquille, et puis tout se passera bien. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des moments où les personnes peuvent prendre des notes ou dessiner. Donc là, c'est le côté sketchnoting. Et puis des moments aussi individuels, comme on l'a dit tout à l'heure sur les post-it. C'est ma pensée, c'est mon moment, et je retranscris mon idée. Donc c'est de mixer, en fait ces moments-là. Donc on a intérêt en fait à avoir des petits moments comme ça d'écriture individuelle. Et puis aussi, quand je parle de paperboard ou de carte heuristique, c'est qu'on préfère la construction de compte rendu ensemble en direct sur paperboard que a posteriori sur un document sur lequel le compte rendu en fait va passer à travers le filtre de la personne qui l'écrit. Donc là, on l'écrit ensemble et ça demande un focus de chacun parce qu'en fait, on valide implicitement, ce qui est écrit sur le paperboard. On ne peut pas dire après, bah non, on n'avait pas dit ça ou quoi. Donc là, ça focalise l'attention. Donc il y a l'écriture individuelle et nous, en facilitation de réunion, on a aussi le côté collectif. Je continue ma liste, il n'y en a plus que 2. Et donc là, c'est les moments courts, on va dire, sont supérieurs aux moments longs. Donc l'explication physiologique, c'est le temps de concentration d'une personne lambda, normalement constituée, ça va être de 10 à 20 minutes. Donc on peut dire grosso modo un quart d'heure. Et au-delà de ce temps-là, la concentration va décroître. Donc ça, c'est une question de timing, on va dire. Donc éviter les réunions déjà d'ensemble trop longues et éviter d'avoir sur un sujet donné 40 minutes, d'autant plus si vous ne variez pas le rythme. Donc ça, c'est un point important. Et en même temps, le côté court et long, c'est aussi parce qu'on a toujours plus de facilité à appréhender des sous-ensembles que des grosses montagnes. Si je vous dis que mon numéro de téléphone, c'est le 0663 693 634, voilà, on perd tout de suite le repère. Si je vous dis 06 63 96, etc., ça c'est le mien, l'autre c'était pas le mien. Mais du coup, ça va être un peu plus facile, on a des repères et on scinde comme ça les gros morceaux. C'est pour ça qu'il y a des chapitres dans les livres, il y a des actes dans les pièces de théâtre. Donc être attentif à ça et de regarder pour éviter de garder des grosses masses. Dans le logiciel, on découpe en fonctionnalités par exemple. On ne parle pas d'un gros ensemble, on a besoin toujours d'avoir des repères un peu plus petits. Donc, essayer de diversifier, de multiplier les séquences relativement courtes. Quand je parle de time boxing, c'est qu'on a toujours un regard sur l'heure. Et d'ailleurs, un regard sur l'heure, et on dédie à un moment donné pour une activité. Éventuellement, à la fin, on peut proposer à l'Assemblée, dire voilà, est-ce que si on rajoute 5 minutes pour terminer, est-ce que ça vous convient, etc. Mais le temps, ça a de la valeur, pour tout le monde, et c'est important. À titre individuel, on va dire, il y a aussi l'utilisation, par exemple, du pomodoro. C'est la petite tomate dans les cuisines.
voyez? En fait, on se donne des tranches comme ça de tomates, justement, d'une de 10 minutes, pendant lesquelles on ne répond pas au téléphone, on ne s'interrompt pas, et on est focus sur un sujet. Alors là encore, ça paraît trivial, mais ça marche hyper bien, quoi. On est capable d'avancer énormément quand on a 10 minutes focalisées. Et que plus on s'accorde de temps, plus on va détendre, on va dire, notre capacité. Et le dernier de ces Trump, c'est la différence, on va dire, la variété, c'est meilleur que la routine et l'habitude. Donc là, c'est le phénomène au niveau neurosciences, c'est le phénomène appelé habituation. C'est-à-dire que tout ce qui est routinier, le cerveau va avoir une concentration beaucoup plus faible que sur ce qui est nouveauté. Je prends un exemple encore. Moi, j'ai fait Nantes-Angers en voiture pendant quelques années. À un moment, je me suis rendu compte que je commençais à me réveiller entre Ancenis et Angers. En voiture, c'est un peu ennuyeux, mais quelque part, c'est ça. Dès qu'on a des habitudes comme ça, voilà. Donc j'ai varié avec le train, le covoiturage, je vous passe le détail. Mais en tout cas, voilà, j'ai retrouvé un petit peu de maîtrise sur ça. Quand on fait des réunions régulières, toujours avec le même format, on perd les gens un à un. Voilà, on a un phénomène d'usure qui est évident. Et de la même manière, quand on a une réunion pendant laquelle on ne va pas varier de rythme, on ne va pas varier de médias, je vais avoir des slides avec 15 puces et je vais les enchaîner. Je vais parler toujours avec la même intonation, de manière à réveiller personne. Et puis voilà. On va avoir qu'un sujet, etc. C'est beaucoup moins fort. Donc le cerveau se souvient de la nouveauté et des émotions. Donc ça, c'est si vous avez l'expérience, vous avez un format habituel, vous n'êtes pas obligé de tout révolutionner. Changez une petite chose. Vous verrez, tous les gens vont se souvenir de cette chose-là. Voilà. Quand on le dit, ça paraît complètement évident, mais qu'est-ce que vous risquez à le faire finalement ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Donc là, sur cette partie-là, elle regroupe un petit peu l'ensemble de ce qu'on a dit. Hein. C'est varier, quoi. Varier le temps, varier les médias, etc., etc. Donc là, sur ce sixième, on arrête la petite liste de filtres. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez juste quelques secondes. Vous pouvez commencer maintenant ou après. Mais en tout cas, pour vous rappeler de ce moment-là dont vous avez parlé avec votre voisin, de le passer un petit peu à ces filtres, à ces 6 filtres-là. Moi, je trouvais ça c'est intéressant de challenger nos réunions, parce que quand on entend les mots-clés que je n'ai pas notés parce que je n'avais pas de paperboard, mais en tout cas, il y avait collaboratif, par exemple. On peut le retrouver facilement. Il y avait quoi encore comme mot qui était... Il y avait l'interactivité, il y avait aussi l'ordre du jour, donc les sujets, le bon nombre de sujets. Enfin, en tout cas, moi, dans les mots que j'avais entendus, je trouvais que ça collait plutôt bien avec ça. Donc l'idée, c'est de challenger ces réunions avec ces filtres-là. Je vous propose juste un petit exemple. Il me reste un petit peu de temps, là. Ouais. 5 minutes, parfait. Je vous propose juste de partager ce petit atelier. C'est une équipe qui a besoin de s'améliorer, en tout cas de changer son mode de fonctionnement. Et elle a la bonne idée de ne pas attendre la fin du projet. Donc ça déjà, c'est bien. Et là, elle va faire un exercice, un atelier qui s'appelle le speedboat. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Le speedboat, en fait, c'est l'objectif de trouver des petites actions d'amélioration pour modifier notre manière de fonctionner ensemble. Donc ce qu'on va se dire, on va amener le groupe à réfléchir, soit par sous-groupe, soit si c'est un petit groupe ensemble, réfléchir à ce qu'on vise. C'est l'île idéale. Donc de se dire, on veut une équipe, on veut être polyvalent, on veut que le client nous dise ceci, cela, et on veut tenir les délais pour telle raison, on veut prendre du plaisir, on veut... voilà. Donc on va déterminer, enfin l'équipe va déterminer son île idéale. Là, on utilise les post-it individuels, puis la mise en commun. Donc par rapport au filtre, on est dans cet esprit-là. En plus, on demande aux gens de bouger pour aller poser les post-it. Donc là, on a tout bon. On a cette île-là, et puis ensuite, on va dessiner un bateau. L'équipe va dessiner un bateau. Donc là, on utilise la métaphore du bateau, voilà, et puis le côté visuel aussi du dessin. Et les équipes vont aller déterminer les points, les vents favorables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que déjà, nous, équipe,
on a déjà fait du chemin, on a des choses qui fonctionnent bien. Donc on peut se le dire, ça fait du bien de se le dire, et puis des fois c'est bien de rester attentif à garder ce qui fonctionne bien. Et puis ensuite on va aller partager les choses qui vont moins bien, les choses qui grattent, les cailloux dans la chaussure. Là on appelle ça des encres. Et donc on fait le même mécanisme individuel puis collectif. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, on visualise ensemble, on a construit ensemble, et puis on va aller déterminer les encres les plus profondes, on va dire, et puis on va aller déterminer ensemble des actions pour les résoudre, ou en tout cas tenter de les résoudre. Quand on fait cet exercice-là, on peut passer l'ensemble des filtres, on se rend compte que on répond finalement à ces filtres-là. Est-ce que des personnes ont déjà pratiqué le speedboat? Ouais. Vous confirmez le côté dynamique, vous voulez ouais. Le principe donc, dans les réunions efficaces pour un peu aller vers la fin, c'est important aussi, moi je rajoute le côté spécifique, c'est que là le speedboat c'est intéressant, mais c'est pas à servir à toutes les sauces, il faut vraiment que ce soit très approprié, à chaque fois il faut challenger le format par rapport à l'objectif, générer de l'implication par les mécanismes dont on a parlé, avec l'interactivité, et puis respecter le temps, c'est vraiment important. Et si vous pouvez ajouter une touche de fun, une touche de sensoriel, de surprise, ça ne peut pas nuire. Jamais on vous reprochera ça, quoi. On a eu l'occasion de faire des jeux de Lego avec des DSI de structures assez importantes. Au pire, vous risquez quelques petits sarcasmes de début. Et des remerciements à la fin, ou en tout cas, ouais, ok, j'ai compris, quoi. Et c'est ça qu'on cherche, donc il faut des convictions, mais en tout cas, c'est possible. Donc le jeu, c'est quelque chose qui est hyper utile, qui nous tient à cœur. Je vous donnerai tout à l'heure 2-3 références, parce que on peut faire énormément de choses avec le jeu, et on arrête de jouer quand on rentre en entreprise, comme on arrête de dessiner quand on rentre en entreprise. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas forcément, c'est pas indispensable d'arrêter tout ça, quoi. Et donc il y a vraiment de la valeur à partager autour de supports comme cela. Et donc pour aller plus loin, je vous propose quelques ouvrages. Déjà celui de Sharon Bowman, qui nous parle des Six Trumps. Vous pouvez aussi retrouver le Innovation Games de Luke Honman. Donc là, ce sont des jeux issus du marketing à la base. Mais là encore, il faut les voler, les tordre et puis se les approprier pour en faire des choses dynamiques. Je les ai là si vous êtes intéressé pour les feuilleter. Brainstorming, c'est aussi, il y a des cartes, des supports pour favoriser les échanges, pour surprendre aussi. Donc ça peut être intéressant d'avoir au moins ça comme repère. Et puis Gamestorming, c'est vraiment, ça c'est une bible parce que au-delà des exemples d'ateliers, il y a les formats, en tout cas les séquences habituelles des réunions, avec les séquences de brainstorming, les séquences d'exploration, les séquences de focalisation. Et ça, ce sont des repères très complémentaires des Six Trumps dont je viens de parler. Parce que souvent, on a des équipes qui brainstorment et qui sortent avec plein d'idées. Et puis, et voilà, et ça, c'est contre-productif finalement, quoi. Si on n'en fait rien, si on ne respecte pas les idées et si ça aboutit pas, c'est quand même très compliqué. Et maintenant, il me reste 2-3 minutes, je crois. Ouais, impec. Donc voilà, si vous avez des témoignages ou des questions par rapport à ces points-là. Oui. Il peut arriver que certaines personnes soient un peu, émettent des freins en fait à participer à quelque chose qui soit un peu plus animé, un peu décalé de nos habitudes de réunion simple. Est-ce qu'il y a des techniques, stratégies, ou animations en elles-mêmes qui peuvent permettre de décoincer un peu ces personnes qui pourraient ne pas avoir envie de rentrer dans le jeu sur des animations de réunion? Alors en fait, quand on crée un format de réunion, déjà je connais les participants un peu, je connais les personnalités de ceux qui participent,
ou alors je vais aller vers un public que je ne connais pas du tout. C'est deux choses assez différentes. Maintenant, quand on ne connaît pas un public, le choix des ateliers, ça va être des choses qui déroutent moins. On peut surprendre, mais c'est sûr que de passer directement au Lego au début de la réunion, par exemple, ben, ça peut dérouter. Ça peut être un effet voulu, hein, de bousculer, hein, pourquoi pas. Maintenant, il y a des gens qui ont plus de mal à rentrer dedans. Donc après, quand il y a des personnes qui ont du mal, il y a deux solutions, hein. Soit c'est dans leur personnalité, dans ce qu'ils donnent à voir d'habitude, des fois dans leur costume ou dans dans leur fort intérieur, ils n'y arrivent pas. Il y a ça. Et puis il y a les personnes qui sont sceptiques et qui de toute façon estiment que, moi j'ai eu le cas, faut savoir, on joue ou on est au travail, quoi. Moi je fais pas les deux, hein. Donc il y a ces personnes-là et les premières. Donc l'idée, pour les deuxièmes, c'est d'éviter de focaliser et de donner une tribune trop importante à ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer, hein, mais on va éviter d'entamer des débats. Donc ça, c'est un premier point. Ça ne résout pas tout, mais c'est un premier point. Et sur les autres personnes, comme pour celle-là, à un moment donné, il faut faut donner la possibilité d'être un peu en retrait, d'être en observation. Dans les jeux, en particulier, l'observateur, c'est une place importante. De dire ce qu'il a vu se jouer dans les échanges, s'il a vu qu'il y avait des solutions qui n'avaient pas été retenues à un moment donné. Et donc, il peut avoir un apport sans se sentir sur la sellette. Donc ça, c'est une des clés. Voilà. Maintenant, c'est une des difficultés dans la facilitation. Il y a des gens qui ont une défiance forte. Moi, le plus loin que j'ai dû faire, c'est de proposer à la personne de lui accorder un quart d'heure pour qu'il propose sa manière de faire. C'était un risque, je ne sais pas si je le referai. Il n'est pas allé, et ça a un petit peu calmé le jeu. Parce qu'il y a les jeux d'influence aussi, hein. Il y a des personnes qui se doivent de parler. Donc d'habitude, ils se débrouillent pour parler après les autres. Reprendre éventuellement ce qui a été dit, puis rajouter un petit truc pour s'approprier et tout ça. Vous en connaissez, hein? Ouais, bah, c'est ça. Donc ça, c'est des mécanismes. Et avec ces pratiques-là, on multiplie les vecteurs, en fait, les médias, pour s'exprimer. Donc on a des fois le corps, mais on a les jeux, les images, les post-it. Et du coup, toutes les personnalités peuvent s'exprimer. Donc là, ces personnes-là, elles sont un peu frustrées parce qu'elles avaient la main avant sur les réunions. Donc il y a un petit changement, voilà. Ouais. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais quand vous présentiez, c'était par rapport aux personnalités. Avant d'arriver à mettre en place ce style de réunion, on passe d'abord par l'analyse comportementale en fait, des gens qui nous entourent. La question que j'ai dans la salle, c'est ceux qui organisent les réunions, est-ce qu'ils sont chefs d'entreprise ou pas ? Parce que ceux qui ne sont pas chefs d'entreprise, en l'occurrence, c'est surtout de se dire est-ce qu'on peut implanter ce style de réunion à nos chefs d'entreprise qui, eux, ne sont pas dans la salle et qui, de surcroît, du coup, n'ont pas forcément conscience de ça. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure que vous arriviez à faire parler un DSI par rapport à ce style de formation-là. C'est fort, hein. Pardon. Mais en même temps, vous avez la posture pour le faire. Tout à fait. Que en tant qu'organisateur de réunion au sein de l'entreprise, on l'a pas, cette posture-là. Donc moi, je suis pleinement convaincue par ce procédé-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, avant d'amener ce concept-là, il faut savoir bien analyser ces directeurs pour savoir de quelle manière il faut leur parler pour qu'ils adhèrent au principe. C'est un point super important, le côté facilitateur externe ou interne. On ne met pas les mêmes choses en jeu, hein. Quand un manager va prendre la posture de facilitateur avec toute l'histoire qu'il peut avoir, s'il veut changer sa manière de faire comme ça, un petit peu brutalement, on va le regarder comme ça, quelle mouche t'as piqué, quoi, hein. Et puis on ne va pas forcément rentrer dedans. La posture d'externe, entre guillemets, elle a cet intérêt-là. Et en plus, l'intérêt d'avoir un facilitateur qui n'est pas sur le métier, qui n'est pas sur le contenu, qui est là pour faciliter les choses. Mais en tant que facilitateur, moi, je pourrais être, j'ai aucun apport métier dans 99% des métiers, et sinon j'essaye de pas aller sur ce terrain-là. Après, on a un exemple, j'ai juste un exemple à raconter de comité de direction qui a fini par utiliser un petit gong. Un petit gong, en fait, c'est que chacun était responsable du gong à chacun son tour, et quand il y avait l'ego qui rentrait en jeu, en fait, dans la prise de parole de quelqu'un, il y avait un gong.
Un coup de gong. Et en fait, et du coup, finalement, ils ont toujours gardé le gong, mais ça sonne plus du tout parce qu'il suffit de prendre le petit marteau et ok. Mais c'est déjà une entreprise qui est passée par, enfin un comité de direction qui est passé par plusieurs étapes. Donc pas de, enfin moi je trouve surprise oui, une révolution comme ça d'un jour à l'autre, ça peut être, la marche elle peut être trop haute, donc faire des petits pas. Un tour de table par exemple, on peut se dire le premier, deuxième, troisième, quatrième. Le quatrième, quand le premier parle, il se dit alors là ça va bientôt être mon tour. Donc j'écoute pas ce qu'il dit, mais je me concentre pour être bon dans ce que je vais dire, etc. Tout simple, on fait la méthode popcorn où soit on se passe une balle, soit popcorn, c'est le premier qui veut parle, et on ne sait pas où ça va venir, et puis on se lance, et puis voilà. C'est des petites choses, mais ça change un petit peu l'entame des réunions, quoi. Ouais. Alors moi j'ai une question pour commencer à animer pas mal de réunions internes en distanciel, c'est-à-dire on est tous derrière notre PC, parfois dans des villes différentes. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont adaptées à ce format-là? Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une webcam ou pas? Enfin voilà, comment ça peut s'adapter Alors déjà, je vais vous conseiller une vidéo qui s'appelle Conf Call in Real Life. Donc ça, voilà, je vous conseille tous de la regarder. Vous retrouverez des petits moments comme ça en vous disant tiens, j'ai déjà vécu ça. De toute façon, le présentiel ce sera incomparable avec du présentiel. Ça, c'est certain. Après, le nombre de personnes, il joue énormément. Donc on a au-delà de 5 ou 6, c'est très, très compliqué à gérer. Donc il faut identifier, à mon sens, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de réunion, parce qu'on essaie de les éviter au maximum. Maintenant, il y en a. Donc on essaye de faire des réunions courtes, et puis d'avoir très peu de sujets. Et après, tout ce qui peut se traiter d'un à un au téléphone, on favorise ces échanges-là. Et pour ce même quand on a la vidéo, de faire se rencontrer les personnes. Ça, de faire se rencontrer les personnes. Énormément de personnes travaillent comme ça à distance, s'appellent, sont aperçues, et en fait, quand ils échangent, il y a une empathie presque immédiate, et ça fluidifie les discussions. Donc, à part ces conseils-là, maintenant, il y a des technologies qui sont quand même pas trop mal sur la visio, qui demandent aussi des moyens. Il y a des écrans partagés aussi qui sont interactifs, qui sont intéressants. Maintenant, voilà, j'ai pas de grands conseils sur ce sujet-là. C'est plus compliqué. Donc favoriser effectivement les petits groupes et centrer sur juste les quelques sujets qui nécessitent tout le monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci.